J'ai fait. On a représentant des institutions internationales. Et dans cette liste-là, je voulais nommer Monsieur l'ambassadeur, Son Excellence, l'ambassadeur du Rwanda, Madame l'ambassadrice du Venezuela, Monsieur le représentant de l'ambassadeur du Burkina Faso et les autres aussi qui sont parmi nous. Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Monsieur le recteur ou les représentants de Monsieur le recteur Amadou Mokhtar, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet de Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Mesdames, Messieurs les membres de la famille de Monsieur Amadou Mokhtar, de même que ses amis, Mesdames, Messieurs les membres de l'orchestre Diamé Diaz, honorables invités, chers amis de la presse, chers partenaires de la place du souvenir africain, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la place du souvenir africain, ce lieu emblématique de mémoire ou de figures, où les figures de proie, de proue, du panafricanisme et de l'histoire de l'Afrique sont célébrées et données en exemple aux générations actuelles et celles à venir. Elle est un espace où se rencontrent les générations, les disciplines artistiques, les histoires et les luttes, un lieu de transmission. L'activité qui nous réunit aujourd'hui est dénommée Jazz Africa et représente un aspect fondamental du contenu culturel, scientifique et artistique de la place du souvenir africain. Née en 2022, dans un contexte où la place du souvenir africain était dans une vision de proposer des activités pertinentes en adéquation avec les missions qui lui sont dévolues, Jazz Africa vise à promouvoir la vie et l'œuvre des grandes figures africaines et de la diaspora autour de la musique jazz. Il est une plateforme qui conjugue l'animation culturelle avec un orchestre dénommé Diamé Jazz et aussi de débats thématiques sur les valeurs incarnées par les modèles africains de vie. L'originalité du concept réside également dans le fait que les sonorités interprétées en jazzy sont tirées du patrimoine musical traditionnel africain. Mesdames, Messieurs, chers invités, au-delà d'être un concept de promotion du patrimoine culturel et du panafricanisme, Jazz Africa vise le renforcement de la diplomatie culturelle entre le Sénégal et le monde. Il est une vitrine pour la communauté étrangère vivant au Sénégal afin d'exprimer leur identité culturelle. À cet instant de mon propos, permettez-moi de remercier le corps diplomatique qui a très tôt compris l'impact et la pertinence du projet. Grâce à lui, des numéros exceptionnels ont été organisés en hommage à Mamadou Dia, Wangari Maathai, Thomas Sankara, Habib Bourguiba, Cheikh Anta Diop, aux héros nationaux du Rwanda, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Gambie. À tous les chefs de mission partenaires, je vous exprime en mon nom et à celui de toute l'équipe de la place du souvenir africain
le remerciement puisé du fond du cœur. En plus de votre ancrage profond dans vos identités culturelles, vous avez fièrement montré à vos frères et sœurs sénégalais ce que votre pays a de plus beau, d'utile et de valeureux. À travers des tickets de voyage aériens, vous nous avez également permis de découvrir effectivement votre riche patrimoine. Merci à l'ambassade de la Tunisie, du Kenya, du Rwanda, du Burkina, du Zimbabwe pour cette belle opportunité. Aujourd'hui, le jazz africain est d'exception, car placé sous le signe de l'hommage, de la reconnaissance et de la résonance. Ce soir, la musique transcende le son pour devenir parole, pour devenir récit. Elle devient hommage vivant à une figure emblématique de notre continent, M. Amadou Mahtar Mbow. Cette affirmation vous sera démontrée par les éminents professeurs Penda Mbow et Ibrahima Walo, deux personnalités très généreuses et toujours disponibles à partager leur savoir. Professeur, merci d'être toujours à nos côtés. Avant de clore mon propos, j'exprime ma gratitude au groupe Diam Jazz, à un grand orchestre d'un grand professionnalisme avec des artistes d'une discipline inouïe. Avec vous, nous avons conçu le projet et vous avez contribué ainsi à l'atteinte des missions de la place du souvenir africain. Merci aussi à la famille Mbow qui nous honore par sa présence et par sa réceptivité. À l'université Amadou Mahtar Mbow, représentée par une forte délégation d'étudiants, conduite par la directrice du cours, du professeur Laman Mbaye, et la directrice de la communication, votre parrain est fier de vous et couvre de sa bénédiction. À toutes et à tous, je vous remercie et vous souhaite un excellent après-midi culturel en compagnie de la place du souvenir africain et de ses partenaires. Merci beaucoup. Ainsi que pour ce numéro, énième numéro de Jazz africain, le jazz raconte des histoires à la place du souvenir africain. On a voulu choisir, pas n'importe qui, on a choisi le professeur Amadou Mahtar Mbow. Et c'est une manière pour moi de souhaiter la bienvenue à sa famille, madame, porter cette salutation à toute la famille. Et sachez que c'est un honneur et un privilège de vous avoir avec nous ce soir, tout juste pour aider le Sénégal à savoir ce qu'ils n'ont pas su de cet homme qu'il fallait savoir du début jusqu'à la fin. Et c'est ainsi que pas seulement 30 personnes, mais plus d'une trentaine de personnes ont quitté l'université aussi, Amadou Mahtar Mbow, qui porte son nom ici à Dakar, que je vous prie aussi d'applaudir très très fort pour notre présence et pour notre déplacement. Une des raisons, je suis membre de la fondation Amadou Mahtar Mbow qui a été mise sur pied. Le Penda a rappelé tout à l'heure en montrant le livre, 90e anniversaire. La famille m'a demandé d'intervenir là-bas, c'était à la maison. Bref, je peux intervenir à plusieurs titres. En tant qu'enseignant à l'Université de Dakar pendant des années et des années. Mais surtout, si j'interviens, c'est pour appuyer un certain nombre d'informations qui ont été données ici. J'ai eu peut-être la chance, tout petit, je suis né à Saint-Louis, et dans l'espace qu'on appelle le faubourg de Sor, et la famille, où la maison c'était là-bas. Et tout jeune, en jouant au football, à la maison il y avait une cellule du PRA, Parti du Rassemblement Africain. Une de mes grandes-mères était militante. Donc vous voyez le doyen Mahtar Mbow venir. Je crois que Moustapha a parlé tout à l'heure de son papa Mercredi Diop. Donc c'est ces jeunes Africains qui se sont battus pour l'indépendance de ce pays. J'ai été témoin tout jeune. Donc j'ai vu un certain nombre de choses. C'est pour ça que j'appuie également ce qu'Awa a dit,
le frère, le doyen Ghana, joueur de percussion. J'ai connu le Star Jazz de Saint-Louis, l'amical Jazz de Saint-Louis. Et même le sport, bon, il y a une dimension politique. Parce que le football, le sport, tout ce qu'on voit, ce sont eux qui ont créé un moment à Saint-Louis, le réveil de Saint-Louis. Il y avait une seule équipe, une grande équipe, la Saint-Louisienne. Ça s'est cassé et ce sont eux. Et le réveil a été le premier club qui a amené la Coupe d'AOF à Saint-Louis. Donc je ne reviens pas sur tout cela. Parce que c'est important qu'on profite de cette occasion pour voir les rapports entre éducation, sport, culture. Et c'est heureux. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de hasard. Bon, cela étant dit, maintenant je voudrais dire quelques mots à propos des qualités. Beaucoup frappé, c'est la mémoire. Le doyen avait une mémoire terrible. Il s'est rappelé de tout. Non seulement des choses pour l'école, mais même les plats de cuisine. Moi, je sais très bien. Il y a beaucoup dans cette salle qui ne savent pas ce que c'est le couscous, le diakhar, couscous de Nénuphar. Ça a disparu, mais il se rappelait très bien. Et chaque fois quand moi je le voyais, c'était du doyen, de la dame, il dit là, tu as les tchakar. Il s'est rappelé de tout, et je crois que jusqu'au dernier mois de sa vie, il avait une mémoire terrible. Ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Jusqu'à la centaine d'années, il s'est rappelé des choses, parler de son village de Dialakhar, dire ce que ça signifie. Le doyen avait cette chance terrible. Deuxième chose, c'est le courage de faire des synthèses. Parce qu'une chose est de connaître beaucoup de choses, ses écrits sont très clairs. Ce qu'il dit, Penda a raison, à résumer, jusqu'au dernier moment, c'était très clair. Et je crois que ça, c'est une qualité extrêmement, et puis surtout le courage. Le doyen, quand vous discutez, s'il n'est pas d'accord, il te dit qu'il n'est pas d'accord. Et vous êtes son ami, il vous dit ce qu'il pense. Je crois que c'est qualité. Alors, maintenant, ça a des répercussions sur l'éducation, parce que moi, je suis pas de l'éducation. Et premièrement, la première forme d'éducation, c'est l'éducation non formelle. Le doyen avait cette chance terrible d'avoir été éduqué et de connaître beaucoup de choses des parents. Ça, c'est pas tout le monde. Nous, notre génération, on a plus de chance que la génération actuelle. Il y a beaucoup de choses qu'on sait grâce aux grands-parents, aux grands-mères, etc. L'éducation formelle, il l'avait, mais il y a aussi l'éducation informelle. Le doyen s'est décidé à être pilote. L'éducation, la formation technique. Donc, je crois que ces formes d'éducation, il faut qu'on y revienne et qu'on voit que l'éducation, c'est un tout. Surtout les langues nationales. Il a mené un travail très important pour que nous le débat sur les nouvelles technologies, tout ça. Si la base n'est pas bien solide, on n'a aucune chance. Et ce sont là, je crois que les quelques éléments que je voudrais juste ajouter en disant que maintenant, il y a un grand problème. Pendant avant une chrétienne où on était ensemble, invité par la fondation Kofi Annan. Auparavant, le 3 avril, ici, au monument, on a parlé. Alors, moi je fais partie des assises nationales, le doyen Mourou m'avait confié la gouvernance sociale. Merci l'ordre institutionnel du ministère, même si personnellement je reste convaincu que c'est sur la culture que doivent reposer non seulement l'éducation, mais également la jeunesse et les sports. Je voudrais saluer la présence de M. le ministre de la Culture, de Mme Khan, du professeur Bouba, de notre chère sœur Gakan, qui fait un travail remarquable, apprécié par tous les acteurs et par le public au sein de cette place magnifique du souvenir africain. Je n'ai pas l'éloquence et peut-être le courage de Bouba Diop pour me prononcer sur le type de gouvernance qu'il faudrait pour l'Afrique ou pour le Sénégal, mais je voudrais juste rappeler 3 aspects qui nous lient au doyen Amadou Magdargo. Le premier, en tant qu'enseignant à la FASTEF, ancienne école normale supérieure, qui a vu le jour en 1962, donc il vient juste de célébrer ses 60 ans. Je voudrais saluer mon grand frère, mon ami, le professeur Laman,
est venu en grande force avec l'université qui porte le nom de ce grand homme, Amadou Mahtar Mbow. Donc, si l'école normale supérieure qui a eu à former peut-être plus de 30 000 depuis sa création, d'enseignants, d'inspecteurs, d'animateurs pédagogiques, nous le devons en grande partie à Amadou Mahtar Mbow. Je parle sous le contrôle du professeur Pendabo, que je salue, que je magnifie à travers son engagement permanent au service des droits humains, au service de l'éducation. J'ai eu le bonheur de travailler à ses côtés et ensemble, entre autres, nous avons eu à travailler sur le discours du président de la République lors de la cérémonie du concours général 2013 dont le parrain était le professeur Amadou Mahtar Mbow, qui nous avait également gratifié d'un message qui reste un viatique pour les générations actuelles et futures. Donc le président Amadou Mahtar Mbow a eu un rôle important à jouer pour la création de l'école normale supérieure, dont le rôle était d'aider non seulement le Sénégal, mais également toute la région ouest africaine et toute l'Afrique, et même au-delà, pour la formation des futurs cadres dans l'éducation. Je pense que c'est fondamental. Le deuxième héritage que nous devons tirer d'Amadou Mahtar Mbow, et là je voudrais me permettre de compléter l'intitulé du remarquable propos du professeur Pendabo. Non seulement c'était un homme de conviction, mais c'est également un homme d'action. Un homme d'action qui ne rechignait devant aucun effort pour défendre ses idées, pour défendre ses valeurs. Et quand il le faisait pas seulement pour l'Afrique, il le faisait pour le monde. C'est pour ça que c'est non seulement un homme de conviction, mais c'est également un homme universel, c'est également un homme d'action. Et aujourd'hui, ironie de l'histoire, c'est lorsque nous voyons que certaines grandes puissances essaient de revenir un peu sur le développement de l'éducation, sur la coopération internationale, sur l'indispensable solidarité pour sauver le genre humain. C'est le genre humain qu'il faut sauver. Et lorsqu'on regarde ces citations à travers son livre Le Sourcier du futur, c'est comme s'il y a une sorte d'anticipation, de prémonition. Il était très inspiré et on a l'impression qu'il anticipait un peu les défis actuels liés non seulement à l'éducation, à l'information. Lorsqu'on parle de ChatGPT, lorsqu'on parle d'Internet, lorsqu'on parle des réseaux sociaux, c'est comme si le doyen Amadou Mahtar Mbow, vous l'entrevoyez, il a peut-être 50 ou 60 ans. Lorsqu'on parle de changement climatique, vous avez parlé tout à l'heure, professeur Pendabo, de son voyage aux îles Galapagos. C'est un patrimoine mondial que nous risquons de perdre. Donc c'est quelqu'un qui était très averti et qui anticipait et qui mettait en garde pour que l'humanité puisse préserver son patrimoine, pour que l'héritage que nous avons des générations passées, que nous puissions les maintenir, les fructifier et les développer. Parce que ce que nous avons des autres, cela ne nous appartient pas. C'est comme un usufruit, comme avait l'habitude de le dire Senghor. Nous devons le préserver, le protéger, le promouvoir pour le rendre aux autres générations à venir. Je pense que c'est le message humaniste et universel qu'Amadou Mahtar Mbow nous enseigne. Il est heureux que l'université de Diamniadio porte son nom et que d'autres édifices, et que même ces écrits soient intégrés dans le programme de nos écoles, de nos lycées et de nos universités. Je vous remercie. Je salue la parce que c'est là où on a des médailles, certainement. Et je suis convaincue que c'est une grande dame de culture et elle est derrière les hommes de culture. Ça, j'en ai l'intuition. Les hommes et les femmes de culture. Alors, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Mais il y a un fait qui m'a beaucoup, disons, frappé chez Amadou. Comment ils sont toujours des situations extrêmement difficiles au cours de sa vie. Et pour avoir des discussions et des débats, c'est là où on découvre véritablement l'homme. Quand il raconte comment il est sorti, qu'il a échappé à la prison des Allemands lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait toujours quelque chose d'assez extraordinaire, exceptionnel qui le tirait d'affaire. Il marchait dans les campagnes, il avait trouvé des gens qui l'hébergeaient, des familles, et je crois que jusqu'à la fin de sa vie, il a gardé des relations avec cette
cette famille qu'il a hébergée là-bas en Normandie. Et on le cachait. Et quand les troupes allemandes s'approchaient, la famille trouvait toujours le moyen de le faire partir, de le cacher. Et il échappait toujours. Et ça, je crois que c'est lié véritablement d'abord à son charisme personnel. C'est ce charisme personnel qui a fait aussi que dans les moments les plus difficiles, le groupe africain de l'Assemblée générale, et c'est Henri Lopez qui le raconte aussi, le groupe africain était toujours derrière lui et il savait convaincre les gens et au premier contact, c'était quelqu'un qui arrivait à me convaincre. Et je crois qu'il avait cette barrière. Et ça ne s'est pas arrêté à ce niveau-là, je vous assure, que ce qu'il a vécu à l'université. Et la campagne de désinformation, les attaques, beaucoup n'auraient pas suivi. Et pourtant, malgré le fait que les États-Unis, sous le président Reagan, je me souviens à l'époque qui était là quelqu'un que je connais bien parce que j'étais Fulbright dans la même université que lui, c'était David Wiley, qui pendant longtemps a dirigé, disons, l'Institut des études africaines dans le Michigan State University. Et c'était des gens qui avaient à l'assaut d'Amadou Mahtar. Il s'en est sorti, il s'en est très bien tiré parce que le tiers-monde avait fait bloc derrière lui. Même si ce n'était pas toujours évident de la part de son frère. Le tiers-monde avait fait bloc derrière lui et il avait la force de convaincre par ses idées, j'en ai cité quelques-unes, mais ça ne s'arrêtait pas seulement à ce niveau. Et ce qui est tellement vrai qu'une fois qu'il a quitté l'UNESCO, le premier à avoir réagi, c'était le roi Hassan II, qui l'avait intégré dans l'Académie royale, justement, du Maroc. Et il a vécu pendant longtemps au Maroc. Il est retourné au Maroc, c'est du Maroc qu'il est revenu s'installer au Sénégal. Je crois qu'il avait fait baraka, c'était vrai. Et si les assises nationales, après tout, je vais en parler, ont connu cette réussite, c'est parce qu'il y avait un moment d'amour là. Quand l'idée on l'a lancée, nous, société civile, les politiques, et moi, avec Feu, Mohamed Boud, je pense que nous avons tissé, comme le tissage, les assises, à côté des politiques qui venaient. On s'est dit, pour réussir ces assises, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il faut trouver un homme qui avait l'âge d'Abdoulaye Wade, qui était un peu de sa génération et capable véritablement de prendre en charge les assises. Et tous les esprits étaient d'accord, les politiques, la société civile, autour de la personnalité d'Abdoulaye. Et nous sommes allés le voir pour le convaincre. Ça aussi, c'est une dimension et c'est un aspect important chez l'homme. Il n'a pas dit oui tout de suite. Il a dit, je vais consulter ma famille, ma femme et mes enfants. Il ne faisait jamais rien sans ça. Je disais toujours à Marie Ami, est-ce que ton père et ta mère, est-ce qu'il leur arrive de se chamailler un peu? Elle me dit, bien sûr, comme tout couple. Tellement ce couple était un couple fusionnel. Alors il faut qu'il parle à sa femme, à ses enfants, mais une fois que sa décision est prise, quelles que soient les difficultés, parce que aussi Abdoulaye Wade avait exercé sa terreur sur tous ceux qui avaient l'outrecuidance de participer à ces assises nationales, mais Amadou Mahtar ne l'a jamais. Une fois qu'il dit oui, il ne recule jamais. À l'UNESCO, il ne reculait pas. Et je l'ai dit, j'ai cité ses contemporains, les gens qui étaient avec lui. Je crois que ce sont ces aspects de l'homme qui avait cette carapace et qui pouvait rester seul et continuer à se battre. Je crois que ce sont ces convictions-là que nous devons garder aussi si nous voulons aller très loin. Une fois qu'on est engagé, il ne faut jamais faire de tout. Merci.
Bibliothèque. Pour votre professeur qui donne toute sa bibliothèque, il faut avoir le cœur sur la main pour pouvoir faire ça. Et je pense que voici quelqu'un qui nous a. Le 20 mars 1921, l'homme au CV que le métrique avait vu le jour. L'homme politique, l'homme des 103 ans, non cessé de faire recours. L'homme au digne parcours, son nom sera gravé pour toujours. Écoutez ces vers sincères que je vous succède, ces vers hors pair pour notre grand-père légendaire. L'homme universitaire, l'homme qui sait faire taire, l'homme de l'UNESCO a bien géré nos affaires. Écoutez ma plume bercer ces vers amertume, ces vers qui consument loin d'être brume. Écoutez donc cette tristesse que je supprime. Le 24 septembre 2004 à Dakar, l'homme omnipotent, l'excellent, l'homme non bavard, l'homme de Louga, Amadou Mokhtar a pris départ, sans dire au revoir. 103 ans d'existence, un trajet de sens, un homme entouré de connaissances, l'homme de l'excellence, l'homme de l'abondance, l'homme de quoi vous a quitté avec les os. Que ton âme repose en paix, grand-père, que les anges te questionnent doucement. Que ton âme nous croise pas l'enfer, grand-père en longtemps, que Dieu approuve nos tristes prières. Full. Faïda. Aujourd'hui, j'élève la voix pour saluer la mémoire d'un nom au grand nom comme drapeau. Amadou Mahtar Mbow, digne fils du Sénégal, porteur d'idéal, combattant loyal. Des bancs de l'école jusqu'à la scène mondiale, il traçait des ponts, pas des murs banals. Dans l'arène de l'UNESCO, il a levé le poing pour que chaque culture ait droit à son matin. Un griot moderne, sans tam-tam ni balafon, mais sa voix sonnait si fort, traversant les nations. Il parlait d'équité, d'accès et d'éducation, du savoir partagé sans discrimination. Quand le monde voulait diviser, lui rêvait d'unir les peuples, les savoirs, pour mieux bâtir l'avenir. Son combat, la liberté, sans chaîne ni barreau. Et le savoir comme arme, plus tranchant comme couteau. Homme d'honneur, bâtisseur de ponts invisibles, son nom continue de danser sur les lèvres indicibles. Grand-père Amadou Mahtar Mbow, votre nom et vos œuvres resteront à jamais gravés dans l'histoire. Je me suis dit, après, dès qu'elle est sortie de mon bureau, mais qu'est-ce qui passe à travers, en fait, la tête de Madame la directrice de la place du souvenir? Comment peut-on associer quand même le nom du patriarche, le professeur Amadou Mahtar Mbow? Bon, à du jazz, bien vrai que j'adore bien le jazz, parce que j'ignorais en fait ses dimensions chez l'homme. Et j'avoue que depuis que j'ai été portée à la tête de ce département ministériel, comme souvent la presse aime quand même le relater, 3 ministères, c'est pas 3 ministères, c'est 3 segments combinés, juste cela, et qui doivent aller ensemble et qui peuvent vraiment aller ensemble. Et connaissant aussi que dans l'histoire des différents gouvernements qui se sont succédés, il n'y a eu que lui qui a eu à occuper ce poste de ministre en charge de la jeunesse, des sports et de la culture. Et avec le même intitulé, rien n'a changé. C'est ça. Et moi, je me suis amusée quand même à faire des recherches. Et voyez-vous, ça, moi, je sais même que le professeur Ibrahim ne le connaît pas. Vous allez me payer beaucoup d'argent pour que je vous le fasse savoir. Mais il y a cette dimension sportive de l'homme Amadou Mahtar Mbow. Et je vous dis pour preuve,
Le cadre juridique actuel sur lequel on se base pour pouvoir encadrer nos fédérations sportives lors des élections au comité directeur, c'est à partir de lui. C'est lui qui a posé les jalons. Et jusqu'à présent, ces textes réglementaires sont toujours d'actualité et nous on se regarde toujours jusqu'à présent à ces textes réglementaires. Et autre chose aussi, tout à l'heure, c'est le professeur Lamanbay ou bien le professeur Bogodio qui l'ont rappelé ici, la mise sur pied du répertoire des jeux populaires. Nous avons des jeux populaires et qui ont tendance à disparaître maintenant. Par exemple, moi j'ai joué au Agne, au Fion, au Mouré, Tan, mais peut-être mes enfants ne jouent pas à cela. Et pourtant le répertoire existe bel et bien. Et c'est des jeux qui ont tendance à disparaître et qui sont méconnus du public, mais aussi de cette jeune génération. Et si on ne prend pas garde, cela va disparaître. Et ce répertoire aussi, notre patriarche, le professeur Abdou Moukamo, a joué un très grand rôle pour l'élaboration et la mise sur pied de ce répertoire opérationnel des jeux de l'éducation populaire ancrés dans nos valeurs fortes traditionnelles sociétales. Et pour le reste, je regarde pour moi-même, il faudra me payer quand même pour une mission de consultance. Alors, ce sera l'occasion pour moi tout d'abord de vous convier tout à l'heure, juste fait ça, au cocktail derrière la salle, d'accord? Alors, juste